Et salut à tous, comme tous les jours à 17h, on se retrouve pour parler MMA. On est le mardi 5 décembre 2023 et aujourd'hui au programme, vous en avez sûrement entendu parler, il semblerait que Ian Garry ait pris un KO à l'entraînement. Alors pas dans ce camp d'entraînement là, il y a quelques mois ou quelques années, c'est Brendan Allen qui en a parlé en premier, donc je vais vous expliquer tout ça. On parlera aussi forcément de Vicente Luque puisque c'est lui le prochain adversaire de Ian Garry. On aura aussi un mot de Giga Chikadze. Est-il blessé? Je ne l'espère pas. Est-ce que c'est une mauvaise blague? Il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. J'espère vraiment que c'est une mauvaise blague. Et puis on aura aussi un petit mot de John Jones et de plein d'autres choses. C'est parti. Et on commence avec Brendan Allen, puisque c'est lui le premier à avoir évoqué le chaos qu'aurait pris Ian Garry à l'entraînement. Alors tout ça, on va en reparler après. D'abord, je veux parler de l'interview de Brendan Allen. Lui, depuis son combat contre Paul Craig, je trouve que sa notoriété est montée en flèche. On le voit beaucoup. Il fait beaucoup de plateaux télé. Alors des plateaux télé, surtout sur le sport, bien sûr. Il fait aussi beaucoup d'interviews sur les chaînes YouTube, etc. Alors il explique qu'il a une blessure au genou. Il dit « J'espère que c'est pas trop grave. J'attends encore des retours d'examen. Le médecin, pour l'instant, est confiant, mais on attend de savoir un peu plus. » Il espère éviter la grosse blessure parce que idéalement il voudrait revenir par le mois de février. Il dit voilà, le mois de janvier c'est trop tôt mais je voudrais revenir en février et surtout pas après le mois d'avril. Donc voilà, il a une fourchette de quelques mois et dit si je me suis fait une grosse blessure au genou, bah là ça peut repousser 6, 8 mois ou plus et c'est vraiment pas ce dont j'ai envie. Il a aussi expliqué qu'il avait sa propre organisation et que le premier gala était le 29 mars. Alors je vous disais la semaine dernière qu'il avait appelé Jared Cannonier et il disait pas le 29 mars. Alors j'ai dit ouais, je comprends pas pourquoi il veut pas le 29 mars. Et voilà, c'est parce que sa propre organisation donne son premier show, donc forcément il veut être présent, je comprends entièrement. Il explique aussi qu'il voulait affronter Robert Whittaker, mais que Robert Whittaker ne semble pas trop intéressé. Il dit ouais, Whittaker, je l'ai entendu dire un truc une place dans le top de la division, ça se mérite. Donc après voilà, connaissant Whittaker, c'est pas quelque chose qu'il a dit méchamment, mais il dit ouais, moi je trouve que je mérite, j'ai toujours tout mérité. Là je viens de battre Paul Craig qui était très bien classé chez les lourds légers, excusez-moi. Alors moi je suis un peu d'accord avec Whittaker, je pense que Brendan Allen il est à un combat d'aller taper les mecs tout en haut de la catégorie, style Robert Whittaker par exemple. C'est mon avis, après s'il prenait Whittaker je serais pas choqué non plus, parce qu'il sort d'une très grosse performance, mais voilà, j'enlève rien à Whittaker là-dessus. Et il explique bah sinon j'aimerais bien un adversaire du top 5, sûrement Cannonier, et je comprends que lui il veut taper haut aussi. Moi je pense que voilà, il est à 2 combats de la ceinture, si tout se passe bien pour lui. Donc voilà, un combat contre un adversaire peut-être entre top 5, top 10, je sais pas trop où il est classé la Brendan Allen, il doit être dans le top 10, et puis ensuite pourquoi pas prendre un mec dans le top 5, et là ensuite avoir sa chance au titre. Écoutez, c'est mon avis, mais après voilà, si on lui donnait Whittaker, je serais pas choqué non plus. Il explique qu'après ça, forcément, lui, son envie, c'est de faire un combat et d'avoir le titre. Donc voilà, Cannonier et le titre, et je comprends qu'ils veulent y aller plus vite, forcément. Il dit quelque chose qui est vrai, il dit ouais, dans le top 5, tous les mecs, ils se sont soit déjà affrontés entre eux, soit ils ont déjà eu une chance au titre. Donc là, maintenant, c'est à mon tour d'avoir ma chance. Je le comprends. Il explique aussi du coup l'histoire du chaos de Ian Garry. Voilà, c'est Michael Bisping qui donne l'interview. Et il dit ouais, depuis que tu as déclaré sur un plateau télé que Ian Garry avait pris un chaos à l'entraînement, tout le monde ne parle que de ça. Vous en avez peut-être entendu parler, moi j'ai vu passer beaucoup de choses. Il dit ouais, alors déjà je veux revenir là-dessus, j'ai pas dit ça pour porter du tort à Ian Garry, je voulais pas lui cracher dessus. Et il dit c'est juste qu'on m'a posé une question et qu'après l'extrait de l'émission a été ressorti partout, donc on croirait que c'est moi qui l'invective, mais on m'a posé une question et puis voilà, donc j'ai répondu. Il dit moi je trouve que Ian Garry il parle trop, c'est aussi pour ça que j'en ai parlé. Il dit ouais, il est là à dire moi ceci, moi cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi je voulais juste dire ouais écoute, toi t'es humain comme tout le monde, t'as pris un KO à l'entraînement. Et c'est pas tout le monde qui se fait, le terme qu'il a utilisé c'est slap, donc une slap c'est une claque. Donc voilà, j'avoue qu'il a un peu insisté là-dessus. Donc voilà, on se prend pas tous un KO sur une claque en gros. Et du coup Bisping me dit ouais, donc si tu dis une claque c'est qu'il a pris un coup de pied sûrement. Et il dit non c'était pas un coup de pied, c'était un bon coup de poing. Et forcément il a pas voulu dire qui c'était. Il dit non j'en dirai pas plus là-dessus. Bon après j'ai envie de dire il a allumé la mèche et maintenant tout le monde va venir se greffer là-dessus. Après moi je suis d'accord, Brendan Allen je pense qu'il aime pas trop Ian Garry, surtout que Ian Garry maintenant s'entraîne plus avec lui. Ils étaient dans la même salle avant mais là son camp d'entraînement il l'a pas fait là-bas. Donc je pense qu'il s'est dit ouais le mec on s'entraîne plus ensemble, je l'aime pas trop, on me pose une question sur lui, voilà j'ai eu l'occasion de lui glisser celle-ci, je lui ai glissé. Bon écoutez c'est de bonne guerre comme je dis souvent, mais il dit sinon que Ian Garry à la base quand il est arrivé dans la salle c'était un gars bien, plutôt discret, il dit ouais il était pas comme ça et d'un seul coup il s'est mis à jouer le personnage du mauvais garçon. Moi j'avoue que j'aime pas trop. Donc écoutez, c'était le premier épisode de l'affaire du chaos de Ian Garry. Brendan Allen sinon moi j'aime bien, honnêtement dans la cage je parle. Ce qu'il propose, vous savez, j'aime bien. J'espère qu'un jour il aura sa chance au titre parce qu'il amène quelque chose de très intéressant.
Du coup, maintenant, je vais laisser la place à Vincente Luque, le futur adversaire de Yann Gary. Donc, il explique qu'il s'était déjà entraîné avec Yann Gary plusieurs fois. Donc, voilà, ils se connaissent un peu quand même. Il dit, mais moi, je m'entraîne surtout beaucoup avec Rakhmonov. Il dit, mais voilà, c'est des gars, je m'entraîne avec eux, mais je pourrais les combattre. Le seul avec qui je pourrais pas combattre, c'est Gilbert Burns. Parce que moi, c'est vraiment mon pote, je l'adore, on est super proches, donc jamais je combattrai Gilbert Burns. Mais je suis dans une salle où il y a beaucoup de poids welter, et je sais qu'à un moment ou un autre, même si on s'entraîne ensemble, même si on est potes, va falloir qu'on s'affronte. Donc j'affronterai ces gars-là s'il le faut. Il explique aussi que dans un combat entre Edwards et Covington, il voit Edwards s'imposer. Il dit ouais, je pense qu'Edwards va gagner, puis ce même soir, je pense aussi que Rakhmonov va l'emporter. Et il explique qu'il a rien contre Colby Covington, mais qu'il aime pas son personnage. Il dit maintenant, je respecte ce qu'il a fait dans la cage, c'est juste que j'ai un peu du mal avec sa personnalité. Et forcément, on lui a posé la question, alors est-ce que Yann Gary a vraiment pris un KO à la salle, et est-ce que c'est toi qui lui as mis ce KO? Et voilà, il dit non, c'est pas moi qui lui ai mis, j'ai pas trop envie d'en parler. Oui, il y a eu un KO, mais en tout cas, je vous garantis que c'est pas moi qui lui ai mis. Écoutez, plutôt fair play de sa part. Donc je pense que l'histoire du KO elle est vraie si tout le monde en parle. Maintenant je pense que Yann Gary c'est pas le premier mec à se prendre un KO à l'entraînement. Il y en a eu d'autres avant lui, il y en aura d'autres après. Je pense que si c'était un mec beaucoup plus discret, qui parle pas, qui est plutôt introverti, ça serait jamais sorti. Mais là voilà, sa personnalité fait que cette histoire est sortie. Je voulais maintenant vous parler de Giga Chikadze parce qu'il va affronter Josh Emmett. Et là, il y a une vidéo qui tourne aujourd'hui. Alors, c'est lui qui l'a postée. On croirait qu'il se blesse sur la vidéo. Alors là, j'enregistre l'émission. On est un peu avant midi. Elle va sortir à 17h. Donc, peut-être qu'on aura eu du nouveau. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je vous diffuse la vidéo là. Je pense que c'est un peu une blague. Parce que, comme par hasard, on aurait filmé pile au moment. Puis la façon dont il se jette par terre. J'avoue que j'y crois pas trop. Après, il y a des mecs comme Aljamain Sterling qui lui ont mis des messages. Genre, ouais, remets-toi bien. Honnêtement, je sais pas trop. Puis est-ce qu'il l'aurait dit comme ça? Est-ce que c'est pas l'UFC qui aurait fait une annonce avant? J'ai un peu du mal à y croire. Mais écoutez, Chikadze, il a fait plusieurs interviews ces derniers jours. Donc tout d'abord, on lui a demandé, toi, t'es sur une bonne série de victoires. En tout cas, non, t'as eu une bonne série de victoires, t'as pris une défaite et là, tu reviens avec une victoire. Mentalement, tu dois être bien. En plus, t'es proche du titre. Par contre, Josh Emmett, lui, c'est le contraire. Il est un peu totalement dans une série noire. Est-ce que tu penses que mentalement, tu vas avoir le dessus sur lui? Il dit ouais, honnêtement, là je suis pas là-dessus, moi je suis concentré sur le combat, je suis concentré sur ce qui va se passer dans la cage, j'ai pas vraiment pris en compte l'aspect mental, le mental du combat. Il explique aussi que lui il adore mettre des KO, bon on le sait, hein, c'est un knockout artiste comme on dit, c'est un gars qui vient du pied-point à la base. Il dit mais là j'arrive dans une discussion très, très sérieuse pour le titre, donc contre Josh Emmett il faut faire un beau combat, il faut faire un combat intelligent, si le KO il vient c'est tant mieux, mais maintenant le but c'est de sécuriser la victoire et pas prendre des risques inutilement, ce que je peux entièrement comprendre. On lui dit ouais, là t'as fait une superbe série de victoires, malheureusement t'as perdu contre Calvin Kattar, là tu reviens, est-ce que ce nouveau run de victoire va être différent de l'ancien? Et il dit bah écoute, mon premier run de victoire il m'a permis de monter dans les rankings, j'en suis là où j'en suis grâce à ce run de victoire, aujourd'hui c'est différent, j'aurais pas besoin d'autant de victoires pour avoir une chance au titre, donc maintenant le but c'est d'aller jusqu'au titre et puis bah ensuite forcément d'y rester. Il dit là je suis déjà en haut du classement, il a entièrement raison, il a fait un gros travail ces dernières années pour monter, maintenant il est peut-être à, allez, 1, 2, 3 combats du titre, donc c'est différent, c'est totalement différent, bien sûr qu'il veut continuer à gagner, j'en suis convaincu, mais la façon dont il voit les choses est différente et je le comprends entièrement. Il a expliqué que suite à sa première défaite, c'était son premier combat de MMA, ça a été une défaite, il dit bah moi je venais du pied-point, du coup je me suis concentré à fond sur le JJB, j'ai bossé à fond mon JJB, il dit voilà, après tout s'est beaucoup mieux passé, il dit ensuite j'ai eu une deuxième défaite, c'était au Contender Series. Il dit là, je me suis dit, bon, ok, tu t'es peut-être un peu perdu, t'as peut-être fait un peu trop de JJB alors que t'es un striker. Je suis revenu au striking et j'ai beaucoup travaillé mes déplacements. Il dit, ouais, mes déplacements de karatéka un petit peu, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc vous savez, c'est intéressant parce que j'avais dit il y a peut-être 2-3 semaines que Daniel Warin disait que parfois tu dénatures un peu trop les mecs et après ils sont perdus. Bah, c'est peut-être un peu ce qui lui est arrivé à Chikadze. Il est passé de striker à bosser à fond son JJB et il s'est peut-être un peu perdu là-dedans. Donc il dit ouais, je suis revenu à mes racines, je suis revenu au striking. Et puis là, la défaite que j'ai prise contre Calvin Kattar, c'est la troisième de ma carrière. Il dit là, c'est vraiment l'aspect mental qui m'a manqué. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mon mental et je pense qu'aujourd'hui je suis une meilleure version de moi-même. Et on lui a demandé alors qu'est-ce que ça donne le MMA en Géorgie, je rappelle que c'est un Géorgien. Il dit ouais, qu'est-ce que t'en penses de tous ces Géorgiens qui arrivent à l'UFC? Il dit honnêtement je suis très fier d'eux, je suis très fier de ce que font les Géorgiens en MMA. Et puis il dit tu sais en Géorgie le MMA c'est devenu quasiment aussi populaire que le foot. Donc si un jour il y en a un de nous qui rentre avec la ceinture, ça va être un truc de fou, les gens vont être super heureux et ce sera quelque chose de génial. Donc moi je savais pas qu'en Géorgie le MMA avait pris tant que ça. Hein. Je rappelle qu'il y a aussi Ilias Topuria qui va combattre pour la ceinture contre Volkanovski. Donc lui je crois qu'il est mi-espagnol, mi-géorgien, mais quand même il dit ouais il fait quand même partie de notre team. Il y a aussi Merab Dvalishvili, puis je dois en oublier un ou deux sûrement. Donc très content pour Giga Chikadze. J'espère que cette blessure c'est juste une blague qu'il a postée sur les réseaux sociaux et rien de plus grave.
Maintenant, je vais vous donner un petit mot de John Jones. Voilà, il s'est un peu plaint dernièrement. Il a dit ouais, moi ça fait 15 ans que j'affronte les meilleurs combattants. J'ai fait face à tout le monde, j'ai gagné des ceintures, j'ai défendu des ceintures. Et là aujourd'hui, il y a des mecs qui viennent, ils viennent d'arriver dans le sport, ils ont battu 0 légende. Et puis ils disent que l'UFC devrait m'enlever ma ceinture parce que c'est leur tour en gros d'avoir la ceinture. Donc en gros voilà, c'est clairement ce qu'ils disent, c'est pour Thomas Spinal et tous les mecs dans les poids lourds qui disent que John Jones est en train de bloquer la division. Et il y a Tom Aspinall qui lui a répondu t'as raison, désolé John Jones. Assez marrant, bah, c'est vrai que Aspinall, je pense qu'il a un gros respect pour la carrière de John Jones. Moi je comprends John Jones ce qu'il dit, attendez, moi je suis là depuis des années. Bon après on pourrait lui dire ouais attends t'as eu un trou de 3 ans, t'es revenu. Voilà, bon écoutez, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Mais je comprends ce que John Jones il dit. Il dit ouais en gros moi je suis là depuis des années, puis maintenant il y a les nouveaux qui arrivent, puis ils doivent me dire quand est-ce que je dois lâcher ma ceinture, quand est-ce que je dois pas la lâcher. Mais cette ceinture au final je l'ai gagnée. Donc je suis assez d'accord avec lui, puis voilà, j'ai envie de dire c'est de bonne guerre. Hein. Thomas Spinal, c'est pas le mauvais garçon. Si le combat doit avoir lieu, il aura lieu. De toute façon, c'est pas Thomas Spinal, comme je vous l'ai déjà dit, qui va décider si l'UFC enlève la ceinture à John Jones ou pas. Maintenant, je trouve qu'il a aussi le droit de donner son avis, puis c'est un avis qui est partagé par beaucoup. Un petit mot de Miesha Tate. Elle a expliqué qu'elle aimerait beaucoup un rematch contre Holly Holm. Elle a dit ouais, j'entends beaucoup de gens qui disent que dans notre premier combat, Holly Holm était au-dessus de moi, qu'elle était meilleure que moi, etc. Elle a dit bah maintenant les deux s'étaient affrontés. Une fois qu'Holly Holm avait pris le titre à Ronda Rousey, si je dis pas de bêtises, Miesha Tate a pris le titre à Holly Holm. Et pourtant, moi, à cette époque-là, je voyais Holly Holm me régner un petit moment, puis bah finalement, Miesha Tate lui a pris la ceinture dès sa première défense. Elle dit donc voilà, je pense que là, ça serait le bon moment pour faire un rematch. Je suis entièrement d'accord. Holly Holm, ça fait un moment, on sait pas trop ce qu'elle fait, elle est trop limite pour avoir la ceinture, puis elle s'en sort bien contre les autres combattantes. Donc ouais, un combat contre Miesha Tate, pour les deux qui sont à la fin de leur carrière, hein, je pense, pas dire de bêtises en disant ça, ça pourrait faire un joli combat. Et puis un petit mot, l'UFC vient de signer un médaillé olympique de taekwondo, Robelis Depeigne. Le mec est un poids lourd, un gars qui vient du taekwondo, c'est quand même assez rare. Écoutez, ses 3 derniers combats, ça a été 3 KO. De toute façon, il a fait 4 combats, 4 KO. Il a mis un KO en 3 secondes, un KO en 6 secondes et un KO en 12 secondes. Le gars est un cubain, il a un physique, j'avoue, assez impressionnant. Donc écoutez, qu'est-ce que ça va donner à l'UFC? Je sais pas, parce que la transition du taekwondo au MMA, elle est quand même très très particulière. Après, je pense qu'il a dû très bien bosser. Il a peut-être une base de lutte, hein, je sais pas du tout. Maintenant, à l'UFC, dans la cour des grands, hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera bien match-upé pour ses premiers combats? Est-ce qu'on va lui mettre des mecs pour le faire briller? Ou est-ce qu'on va lui mettre tout de suite un lutteur qui va venir le tester? Je sais pas. Écoutez, j'espère que ça fera pas un feu de paille. On a peut-être un nouveau contender chez les poids lourds. On va pas s'enflammer, il a pas encore combattu à l'UFC. On verra ce que ça va donner, mais je voulais quand même en parler. Et puis on a Volkanovski qui a donné une interview, il a parlé de son combat contre Topuria. Il dit écoutez, il a peut-être besoin d'être un peu embarrassé, je vais peut-être devoir lui mettre une punition. En gros, c'est pas les termes exacts, mais en gros voilà. Il dit je vais peut-être devoir battre Ilias Topuria, je pense qu'il sera champion un jour, mais il est encore jeune, même si je le bats, il peut rebondir et rebondir de la bonne façon. C'est pas faux, Topuria il a encore du temps devant lui. Bah, Volkanovski, je pense qu'il a envie de montrer qu'il est pas fini suite à son combat contre Makhachev. Suite à ses déclarations, beaucoup de personnes disent ouais voilà, ça y est, c'est la fin. Il aurait jamais dû prendre ce combat, mentalement il est pas au bon endroit, il est pas bien dans sa tête. Topuria en face c'est très 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 solide, c'est un combattant très complet, c'est presque la même version que Volkanovski, j'ai envie de dire, un mec qui est bon partout, excellent au sol même, une bonne anglaise. Donc ça va être un combat super compliqué, voilà, Volkanovski je pense qu'il veut montrer qu'il est pas perdu. Il dit écoutez, je pense que c'est le moment de le battre et puis il aura le temps d'être champion ensuite. Et puis il a aussi dit que suite à ses déclarations à la fin de son combat contre Islam Makhachev, il dit ouais voilà c'est vrai que pendant un moment j'ai un peu regretté d'avoir dit ça parce que les gens se sont sentis un peu mal à l'aise de m'entendre parler de problèmes mentaux, de problèmes de dépression. Il dit mais finalement quand j'y pense je me dis que j'ai bien fait d'en parler, c'était la bonne solution, il n'y a pas de honte à parler de ça. Écoutez moi je pense s'il avait besoin d'en parler, que ça lui a fait du bien d'en parler, tant mieux. Maintenant, c'est vrai qu'un combattant qui se confie à... Tu sais, il était en pleurs en train de t'expliquer qu'il fait des dépressions quand il combat pas et tout. C'est vrai que ça a envoyé un gros signal de faiblesse quand même. Donc écoutez, son combat va venir assez vite, on aura des réponses assez rapidement. C'était toute l'information pour aujourd'hui. Demain, on nous parlera notamment de Sean Brady, de Dan Hooker. Jeudi, je vous dis tout de suite, jeudi, ce sera pas une émission entre guillemets en direct sur l'actualité. Je vais faire une émission spéciale sur la catégorie des poids mouches, puisqu'il y a le combat entre Pantora et Royval qui arrive. Je vous parlerai aussi de Manel Capé et de Moreno. Voilà, ce sera un épisode un peu spécial. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir déjà dit que les poids mouches, on passe toujours. C'est un peu une catégorie qui est mal aimée, et je suis d'accord. Moi, quand je vois un combattant poids mouche, faut toujours que je retourne voir son classement, ses derniers combats. J'ai du mal à les identifier, les gars. Pourtant, il y a des super combats, il y a des super combattants. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Quand je vous parlerai de Royval et de Pantora, vous savez, moi je rentre pas dans le détail du détail, c'est juste pour que vous sachiez quel type de combattant affronte quel type de combattant, quel parcours. Les deux se sont déjà affrontés en plus, donc ça va être assez intéressant. Donc, ça sera un épisode quand même bien à faire, bien à écouter, je l'espère. Et puis écoutez, on passe tout de suite à la minute auditeur.
La minute auditeur, je la commence avec Gigi parle de sport, qui me dit pour moi Brady, donc Sean Brady, est surcoté. Il a abandonné devant Bilal Mohamed, qui est un lutteur, donc un peu comme lui au final, et son striking n'est pas fou. Écoute, je suis assez d'accord, tu verras, j'en parlerai demain de Sean Brady, il a fait une interview là où il est revenu sur sa dernière année, etc. C'est vrai que perdre contre Bilal Mohamed, qui est un mec qui a un style entre guillemets similaire au tien, même si bien sûr il y a des différences, et puis son striking, bah, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Maintenant, voilà, lui il dit que c'est l'aspect mental qui l'a bloqué. Il dit maintenant j'ai bossé sur l'aspect mental, je suis plus le même. Il a avoué que c'était un soir où il était vraiment très mauvais. Écoutez, de toute façon, tant qu'il. Maintenant, là, il a battu Gastelum. Je pense qu'il va monter dans le classement. Il va prendre des mecs très sérieux pour la suite. Donc, on aura des réponses prochainement. Un jour, il y aura le rematch contre Bilal Mohamed, peut-être. Mohamed, j'espère pas tout de suite. J'espère qu'il aura quand même sa chance au titre, lui. Mais l'avenir nous le dira. David Rousseau qui me dit qu'il a été impressionné par Turner. Après, la catégorie est très dense et j'espère que le prochain pour BSD sera Gamrot. Je suis d'accord. Turner, moi j'ai l'impression qu'il va faire une carrière un peu à la hooker. Tu vois, toujours dans la discussion, toujours fun à voir, toujours dangereux, mais peut-être un peu trop limité pour aller chercher la ceinture. Peut-être que je me trompe. Et puis je suis d'accord, contre Benoît Saint-Denis, ce sera un combat de malade. Mais pour la carrière de Benoît Saint-Denis, je préfère qu'il prenne Gamrot, ça va lui faire gagner plus de place que s'il prend Turner. En tout cas, c'est ce que je pense. Et ensuite, David qui me dit aussi, ouais, si on a McGregor contre Diaz 3, je serais très dessus, j'ai envie de voir ce que vaut McGregor contre un combattant actif. Bah, moi, c'est pareil que toi. Après, McGregor, on sait jamais ce qu'il pense. Il te dit, oui, je veux aller au bare knuckle, je veux faire de l'anglaise, je veux aller à l'UFC prendre la ceinture, je veux aussi le combat contre Ned Diaz. À un moment, il va pas pouvoir tout faire. En tout cas, il faudra être actif. Dans ses jeunes années, dans son premier run à la ceinture, il était ultra actif, McGregor. Jusqu'en 2016, c'est un combattant très très actif. Donc moi aussi, j'ai envie de le voir contre un combattant actif. Ensuite, il y a Andy Gavo qui me dit ouais, ça me fait rire, le PFL ils disent tout le temps qu'ils se concentrent pas sur la vente de tickets, ils veulent pas faire des grosses salles, ils veulent surtout faire des petites salles. Il dit mais après ils avaient dit ouais, si on avait su à Paris on aurait loué Bercy tellement Cédric Doumblet a rempli la salle. Je suis d'accord avec toi, puis il me dit ouais, ils font comme si que c'était pas leur but de viser des grandes salles, mais d'un côté s'ils vendent pas beaucoup de tickets, puis si en gros s'ils prennent des grosses salles ils vont pas les remplir. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils savent aussi qui sont le PFL. Il y a peut-être un côté business, un côté plan marketing, j'ai envie de dire. Voilà, dire, oh, on mise tout sur les droits télé, etc. Mais bien sûr que s'ils avaient des superstars et qu'ils savaient qu'ils allaient remplir toutes les salles, ils auraient des plus grosses salles, je pense. Maintenant, voilà, ils sont encore en train de se construire. Là, on en parle beaucoup récemment parce qu'ils ont racheté le Bellator. Il y a eu les finales avec les saisons régulières à 1 million. Mais avant ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Il y a quand même beaucoup moins de gens qui regardent le PFL plutôt que l'UFC. Donc écoutez, je leur souhaite de se développer, de nous faire des bons combats, des bons match-ups. Et puis on a Vincente Mata qui me dit Turner est toujours aussi compliqué dû à son allonge et à son punch. Si BSD, donc Benoît Saint-Denis, doit le rencontrer, ça va être un banger. Entièrement d'accord avec toi. Il me dit que Dariush était l'ombre de lui-même, tout comme Gastelum. Bah Dariush, il a pas trop eu le temps de s'expliquer, mais c'est vrai que bah, forcément, pour prendre ce KO, 2 KO de suite comme ça, c'est qu'il y a, je pense, un truc qui va pas où t'as vraiment la poisse. Mais puis ouais, Gastelum, moi aussi, je l'ai dit, hein, j'étais dégoûté pour Gastelum parce que je l'aime bien aussi, même si j'ai rien contre Brady. Il me dit, j'ai trouvé que c'était une bonne carte. Et puis bah, l'arbitre de Turner versus Green, c'était un peu chaud. Ouais, je suis d'accord. Alors Dan Hooker en a parlé, je vous en parlerai demain. Dan Hooker, il dit ouais, bah c'était old school, moi je suis un mec old school, j'aime bien ça. Bon, ok, d'accord, mais bon, si Green, il s'en sort avec un handicap, on sait pas, hein, une fois que t'es KO puis que tu prends trop de coups, ça peut être ultra dangereux. Donc je pense que c'est pas non plus une bonne réaction, donc je suis d'accord, l'arbitre a peut-être un peu traîné. Maintenant, voilà, c'était très dangereux, ça aurait pu très mal finir, j'ai pas non plus envie de lui jeter la pierre, c'est un humain, il peut se tromper comme tout le monde. Nous, on est chez nous dans le canapé, on n'a pas de stress, on voit ça, après on voit les ralentis. Lui, dans le feu de l'action, il s'est peut-être dit allez, je lui donne une chance de plus, il a bougé un peu, il a levé les mains un peu, Bobby Green. C'est très compliqué. Donc écoutez, je lui jette pas la pierre, j'espère qu'il s'en remettra, qu'on le reverra arbitrer, qu'il fera plus ce genre d'erreur qui peut coûter très cher. Écoutez, je vous dis à tous à demain, 17h. N'hésitez pas à liker, à commenter, la vidéo d'hier a super bien marché, je suis vraiment très content. C'était un record pour moi, hein, bien sûr, pour les grosses chaînes, ce serait rien, mais moi ça a très bien marché. Je vois que Nassourdine Imavov, vraiment les gens sont à fond derrière. Quand je fais une vidéo sur Nassourdine, elle marche très très bien. Donc c'est bien pour lui surtout, hein, ça veut dire qu'il y a une grosse demande de la part des gens qui suivent le MMA. N'hésitez pas à vous abonner, parler de l'émission autour de vous, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et puis bah voilà, commentez, nous on en discute demain dans la Minute Auditeur, et moi je vous réponds toujours à l'écrit. À demain, passez une bonne soirée, salut!